Bonsoir. Au sommaire de cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde, mutinerie à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Le ministre de la Communication dresse le bilan et dément l'utilisation d'armes létales par les forces de maintien de l'ordre à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui hier. Également en titre, cette fois-ci hors de nos frontières, l'Assemblée nationale française a approuvé ce mardi la ratification du CETA, l'accord économique global entre l'Union européenne et le Canada. Et puis en sport, les adversaires des représentants camerounais aux Coupes africaines interclubs sont connus. Il s'agit d'AS Vita Club de Kinshasa qui sera opposé à l'Union des mouvements sportifs de Loum au tour préliminaire de la Champions League africaine et d'Arène Club Motema Pemba qui jouera contre Stade Renard de Melan au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous débutons par cette information de dernière minute portant la signature de René Emmanuel Sadi, le ministre en charge de la communication, à la suite de la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Le porte-parole du gouvernement rassure dans un communiqué rendu public il y a quelques heures qu'aucun tir à balles réelles n'a été effectué hier par les forces de maintien de l'ordre à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée selon le MINCOM. Cependant, les flammes sur les lieux ont ravagé la bibliothèque de la prison, l'atelier de couture des femmes, le bureau du responsable de la discipline des détenus. Quelques actes de pillage ont été par ailleurs enregistrés et 2 blessés, selon le ministre en charge de la communication du Cameroun. Revenons à présent sur cette journée explosive hier à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui où des prévenus interpellés dans le cadre de la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avaient décidé de ne pas regagner leurs cellules et souhaitaient être remis en liberté à défaut de passer devant un juge. Un mouvement d'humeur qui a permis d'observer le ralliement des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun interpellés dans le cadre des marches blanches interdites par les pouvoirs publics du Cameroun. Retour sur une journée explosive à Yaoundé avec vous Jean-Jamin Yedna. L'on a frôlé le pire ce lundi 22 juillet 2019 dans l'enceinte de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Toute une journée explosive et de tous les dangers jusqu'au petit matin de ce mardi 23 juillet 2019. Plus de 3 heures d'horloge, des coups de feu de sommation des gardes prisonniers dans un espace pénitentiaire particulièrement agité et en pleine ébullition, avec des prisonniers manifestants qui maintiennent la dragée haute, nonobstant ces tirs en l'air, pour dissuader cette marée humaine confinée sur la cour principale de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Et à l'origine de cette mutinerie, qui a créé la confusion totale, une protestation des détenus anglophones incarcérés dans le cadre de la crise sociopolitique qui dicte sa loi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, à travers des pancartes revendicatrices et des discours prononcés en live via les réseaux sociaux. Ces prisonniers manifestants dénoncent les mauvaises conditions de détention et la lenteur dans les procédures judiciaires. Des manifestants de la crise anglophone décidés de quitter tous le pénitencier ce lundi, qui ont été rejoints plus tard par les prisonniers militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui s'offusquent à leur tour de la non prise en compte de leurs revendications, malgré le renfort venu des rangs des éléments de la gendarmerie nationale et de la police. Ces détenus en colère ont réussi à incendier 2 bâtiments, dont la bibliothèque de la prison centrale de Nkondengui. Et dans cette confusion totale, où les prisonniers ne baissent pas la garde, des manifestants se sont attaqués aux prisonniers dits de luxe, au quartier 14. C'est ainsi que l'ancien chef du gouvernement, Inoni Ephraim,
et l'ancien ministre de la Santé publique, Urbain Olanguena Awono, auraient été grièvement blessés et conduits en urgence dans un centre hospitalier de la place. Des réunions de crise se sont multipliées entre les prisonniers manifestants, le préfet du département du Fundi, le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, et les autorités du pénitencier, mais n'ont pas suffi pour calmer les ardeurs de ces détenus en colère. Et c'est aux premières heures de ce mardi qu'un calme relatif était perceptible, tant au sein des geôles qu'à l'extérieur de la prison centrale de Kondengui, particulièrement en ébullition et dans un dispositif sécuritaire renforcé. And freedom we must receive by hook or by crook. Soon, we are not scared. We are not scared. Il faut dire à votre suite, Jean-Germain Yedna, que cette mutinerie à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui a fait d'importants dégâts matériels, comme l'évoque dans cet élément Frédéric Moutamé. C'est une mutinerie sans pareil qui a été enregistrée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Une mutinerie avec un bilan humain de 4 personnes blessées légèrement dans les quartiers 8 et 9, encore appelés Kosovo. 2 prisonniers de l'opération Épervier blessés à la tête. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Inoni Ephraim et de l'ancien ministre de la Santé publique Urbain Olanguena Awono, transportés dans un centre hospitalier nuitamment. L'ancien recteur de l'université de Douala, le professeur Dieudonné Yono, et l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, Ya Mohamed, ont été violentés physiquement. Leurs locaux ont aussi été saccagés. Pour ce qui est du bilan infrastructurel et matériel, plusieurs bâtiments ont été détruits. La bibliothèque brûlée, la salle informatique saccagée, la salle de couture et autres apprentissages complètement détruites. Le bureau du chef de bureau de la discipline est désormais plus que l'ombre de lui-même. Le bureau des intendants mis à sac et le bureau de la sacristie également mis hors d'emploi par les détenus en colère et aux abois. Les 4 locaux du quartier spécial 7 qui accueillent quelques anciens directeurs généraux et écroués au sein de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé ont été saccagés puis pillés. Des objets de valeur et des montants d'argent sont désormais portés disparus. Le portail du quartier 3 a été complètement arraché. La prison centrale de Yaoundé-Kondengui, dans la capitale politique du Cameroun, ce mardi matin, ressemble plus à un champ de ruines plutôt qu'à un centre pénitentiaire chargé ou destiné à la privation de liberté et à la resocialisation. Ce grabuge au pénitencier central de Yaoundé-Kondengui hier a fait ressurgir la problématique des prisons camerounaises pleines à ras-bord, une surpopulation carcérale qui est due à une forte présence des prévenus dans les prisons camerounaises, ce en dépit des peines alternatives contenues dans le code pénal. Reportage. Le grabuge observé à la prison de Yaoundé-Kondengui à Yaoundé toute la nuit d'hier remet au goût du jour le spectacle chaotique des prisons camerounaises qui ont pour principale cause la surpopulation carcérale. En septembre 2015, déjà le gouvernement indiquait que les prisons du pays abritaient 26 702 détenus pour une capacité d'accueil de 17 000 places. Avec les multiples arrestations dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et la crise post-électorale, ces chiffres ont connu une inflation en hausse. Dans son rapport pays annuel 2018 sur le Cameroun, Amnesty International renseignait également que la prison de Maroua accueillait 1500 détenus, soit plus de 4 fois la capacité prévue. La population de la prison centrale de Yaoundé était quant à elle d'environ 5000 détenus, alors que sa capacité maximale était de 1500 prisonniers. Une prison par ailleurs, désormais au centre d'attention sécuritaire particulière, avec l'arrivée quasi incessante de personnalités arrêtées dans le cadre de l'opération d'assainissement de la fortune publique. Pour comprendre cette surpopulation carcérale, observée également dans les autres prisons, à Douala, à Bria ou encore à Bamenda, il faut pourtant parcourir le rapport 2014
du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. La cartographie, suivant le statut carcéral, précise que sur un effectif de 25 908 détenus à cette époque, 15 853 étaient des prévenus et le reste présentés comme des condamnés définitifs. Malgré l'avènement des peines alternatives dans le code pénal en 2016, les prisons demeurent remplies plus qu'il n'en faut au Cameroun. De ce fait, en plus de mettre en danger les prisonniers eux-mêmes, cette surpopulation carcérale amène à s'interroger sur la sécurité des geôliers qui travaillent dans des conditions difficiles. Les dans la prison centrale de Yaoundé-Kondengui appelle donc de nouveau à une réforme plus profonde et urgente. La prison n'est certes pas un hôtel 5 étoiles, mais elle ne devrait pas non plus être un temple de déshumanisation. Et pourtant, le constat est alarmant, ces lieux de redressement semblent désormais prêter le flanc à la radicalisation. Et par ces temps difficiles, il s'agit là encore d'un mauvais indicateur. Interpellé en janvier 2018 avec 46 de ses compagnons extradés au Cameroun et conservés dans une prison à Yaoundé, Cissé Kouayouk, le président de l'État virtuel d'Ambazonie se dit favorable à l'offre de dialogue du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, mais pose quelques préalables. Reportage. Interpellé au Nigeria le 5 janvier 2018 avec 46 compagnons extradés au Cameroun et placés en détention, Cissé Kouayouk s'est exprimé dans la presse sur les conditions préalables d'un dialogue pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'ingénieur de formation, qui déclare toujours être un prisonnier politique au Cameroun, affirme que depuis 2017, ses compagnons et lui n'ont cessé d'appeler au dialogue pour résoudre la crise anglophone qui a des germes politiques. Un dialogue franc selon Cissé Kouayouk qui passe obligatoirement par le retrait de l'armée du Cameroun, des régions en crise, l'élargissement inconditionnel de toutes les personnes arrêtées à cause de cette crise et un pays ou un territoire véritablement neutre. Et enfin la présence d'un médiateur impartial et neutre. Selon le président de l'État virtuel Ambazonie, la solution à cette crise est donc liée au droit international, à l'histoire et à la culture. La racine profonde de cette crise étant un processus de décolonisation inachevé qui doit être complété avant qu'une solution définitive ne puisse être trouvée. Sur la question de la médiation suisse, ébruitée à la suite du récent séjour du couple présidentiel du côté de Genève, Cissé Kouayouk précise que toute intervention aux médiations par un tiers est la bienvenue. Mais ce médiateur doit accepter les deux parties sous la supervision des Nations Unies. Les agriculteurs des régions du Nord et du littoral sont désormais mieux outillés sur l'utilisation des pesticides. C'était à la faveur d'un séminaire de formation, comme le précise cet élément de Zobel Apollinaire Ban et de Seydou Fonzi. L'objectif principal de cet atelier qui a réuni ce jour à Garoua les différents producteurs vise à rendre la chaîne de mise en œuvre du projet opérationnel d'une part et d'autre part à former les parties prenantes opérationnelles sur la gestion des emballages vides de pesticides. On a identifié les gens qui travaillent avec les pesticides tous les jours et on va former comme les formateurs, ils vont aller former les producteurs pour mettre en place ce système et la collecte des emballages. Les régions du Nord et du littoral ont été choisies par les formateurs en raison de leurs caractéristiques agroécologiques et de la zone sahélo-soudanaise et forestière humide. À ces méthodes de véhiculer les informations, nous avons d'abord au niveau de la frontière l'Assemblée nationale, au niveau des régions également des réunions peuvent se faire et au niveau des unions de secteur jusqu'au niveau de la BAG, au niveau des GIC, où se trouvent les producteurs qui sont les utilisateurs et les consommateurs de ces produits et services. Nous allons donc faire des réunions partout, à chaque niveau, pour pouvoir sensibiliser les producteurs sur le risque encouru par l'utilisation de ces produits et services. Au cours de cet atelier, chaque acteur s'est imprégné du rôle qui est le sien et qu'il devra jouer dans la chaîne. On se rend compte que déjà sur le marché, il y a plusieurs sortes de pesticides qui sont utilisés pour les différentes cultures. Et le problème que l'on rencontre le plus souvent, c'est que la mauvaise gestion ou l'utilisation de ces pesticides-là, ça a un impact sur la santé de l'homme. Déjà, il y a certains agriculteurs qui ne respectent pas le dosage.
en fait, la quantité qu'il faut pulvériser sur les cultures, ce qui fait qu'en consommant ces aliments-là, il y a ces produits chimiques-là déjà sur nos cultures que nous consommons. La formation a été coordonnée par un expert en gestion des emballages vides de pesticides. Pour la sécurisation des frais de scolarité pour le compte de l'année scolaire 2019-2020, le ministère en charge des enseignements secondaires a jeté son dévolu sur un secteur, la banque. Les précisions de Praxed Toulou. Le ministère des enseignements secondaires a décidé de jeter son dévolu sur le numéro 1 des banques commerciales au Cameroun pour la sécurisation des frais d'examen et concours officiels. Une décision du MINISEC qui s'explique par la notoriété, l'envergure de la banque sur le plan national et international, mais aussi surtout le sérieux des responsables. La convention de partenariat a été signée le 16 juillet 2019 entre les deux institutions. Grâce à ce contrat de partenariat, tous les frais d'examen et concours officiels organisés par ce département ministériel seront désormais déposés dans un compte ouvert chez le numéro 1 de la finance au Cameroun. Au total, 20 600 comptes ouverts, représentant le plus des établissements qui seront ouverts. Le nombre pourrait croître en fonction des besoins. Une initiative dans le but de sécuriser ces élèves qui parfois ont dû manquer leurs examens des suites des frais de concours de dossiers tournés par l'autorité du lycée ou de l'établissement en charge. Parlons à présent de cette rentrée scolaire 2019-2020 qui débutera le 2 septembre 2019 et va s'achever en juillet 2020. Fini les évaluations surprises. Les enseignants sont donc désormais tenus de communiquer aux élèves les dates des évaluations, 2 par trimestre. Autre innovation au cours de l'année scolaire annoncée, le calendrier des examens blancs. C'est la substance d'un communiqué conjointement signé par les ministres en charge de l'enseignement secondaire et l'enseignement de base. Les précisions de Jean-Jamin Yedna. Il sera lundi 2 septembre de l'an de grâce 2019 prochain, lorsque les carillons de la rentrée scolaire 2019-2020 vont retentir dans l'ensemble des écoles maternelles et primaires, ainsi que les lycées et collèges du territoire national. L'année scolaire qui démarre officiellement le 2 septembre prochain va s'achever le 31 juillet 2020. Les élèves iront en congé de Noël le 20 décembre 2019 pour reprendre le chemin des classes pour le compte du deuxième trimestre, lundi 6 janvier 2020. Dans ce nouveau découpage de la prochaine rentrée scolaire, la date du 27 mars 2020 a été arrêté comme départ en congé de Pâques et la reprise lundi 14 avril 2020 pour le compte du troisième et dernier trimestre de l'année. Et contrairement aux années précédentes où les enseignants procédaient à des évaluations surprises, le ministre des enseignements secondaires siffle la fin de la récréation et instruit dorénavant à chaque enseignant d'évaluer les élèves au moins 2 fois pendant le trimestre sur des enseignements que l'enseignant prendra soin de communiquer à ses apprenants. Et dans ce nouveau calendrier de l'année scolaire 2019-2020, des bulletins de notes seront remis dorénavant une seule fois à la fin de chaque trimestre. Dans un arrêté signé conjointement par le ministre des enseignements secondaires et son homologue de l'éducation de base, des périodes réservées aux différents examens officiels sont fixées comme suit. Pour l'enseignement primaire, du lundi 1er juin au vendredi 24 juillet 2020 et à partir du jeudi 21 mai au vendredi 31 juillet 2020 pour l'enseignement secondaire et normal. Et pour ce qui est des dates de déroulement des dits examens et concours, elles seront fixées et communiquées par des textes particuliers des ministres de l'éducation de base, le professeur Laurent Serge Toundingwa
et des enseignements secondaires de professeur Pauline Nalo-Balyonga. La communauté Bassa Batimpo rejoint la longue liste des communautés ayant condamné avec la dernière énergie les actes barbares de l'organisation dénommée Brigade Anti-Sardinard, récemment en Suisse lors du séjour du couple présidentiel. C'était dans une déclaration remise ce mardi au gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Iva Diboa. Les élites Bassa Batimpo réaffirment également leur attachement aux institutions républicaines et souhaitent un retour à la paix dans les régions en crise. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Conduite par le patriarche Mbombok Mbok Guillaume, la communauté Bassampo Bati de la région du littoral et partant de la ville de Douala condamne avec la dernière énergie le non-respect des institutions républicaines perpétrées à Genève en Suisse par la basse brigade anti-Sardinard. Au cours de l'audience à eux accordée ce mardi dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral, les fils et filles Bassampo Bati de Douala se sont officiellement et solennellement désolidarisés de ces actes jugés inacceptables. Nous condamnons tout ce qui s'est passé. Nous soutenons la politique du président Paul Biya, condamnons avec la grande énergie et fermement. Le Bassa, un oui. Un non, mais nous avons dit oui et nous nous levons contre tout ce qui perturbe le Cameroun. Nous, peuple Bassa Batimpo, nous disons non, non et non, 3 fois non. Ce qui s'est passé en Europe, et surtout en Suisse, est véritablement inacceptable. Qu'on aime le président ou qu'on ne l'aime pas, c'est une chose, mais les institutions, tout ce qui est étatique appartient à tous les Camerounais. Donc on ne peut pas se permettre de saccager pour X ou Y raison. C'est pour ça que le peuple Bassampo Bati dit non à tout ce qui s'est passé. Dans une déclaration formelle, dûment signée et paraphée par ses élites, parmi lesquelles Marthe Moira, épouse d'I Congo, PDG du groupe audiovisuel et médiatique RTM et LTM, les fils et filles Bassampo Bati de Douala réaffirment ainsi leur attachement aux idéaux de la République et à l'homme qui les incarne, raison pour laquelle la dite déclaration est remise à Samuel Dieudonné Iva Diboa, gouverneur de la région du littoral. Je tiens donc à dire que le geste que vous posez est un geste républicain. Il s'agit pour vous de manifester votre respect aux institutions républicaines, votre respect à celui qui les incarne si heureusement son Excellence, M. Paul Biya, président de la République. Appeler et militer fermement au retour à la paix dans les régions en conflit, notamment à l'extrême nord, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, les fils et filles de la communauté Bassampo Bati du littoral ont saisi cette tribune pour inviter les Camerounais de tous les bords au dialogue et à la construction d'un Cameroun un et indivisible, car enfants d'une même nation. Nous implorons l'unité, la paix, que la paix revienne dans tous les pays, dans tout le pays du Cameroun, indivisible. Et nous prions pour cela qu'il y ait la paix dans l'extrême nord et dans les deux grandes régions, nord-ouest et sud-ouest. Et la paix va réussir parce que nous comptons sur notre président, la sagesse du président Paul Biya, et nous comptons sur la grâce de Dieu parce que le Cameroun est un pays qui est béni et sous la protection divine. C'est la femme qui donne la vie. Et très souvent, on passe par la femme également pour avoir la paix. Donc, on connaît quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait jamais quand elle finit. Et vraiment, nous avons besoin de paix. Nous avons vu tout ce que la guerre a fait dans les autres pays voisins. C'est un désastre et ils ont besoin d'énormément de temps pour se refaire. Et il faut que ça nous serve d'exemple. On ne peut pas nous aussi plonger dans ce cauchemar. À travers ce geste républicain, le peuple Bassampo Bati
du littoral et singulièrement de Douala affiche ses ambitions et sa détermination à défendre coûte que vaille les intérêts du Cameroun, si ceux-ci sont mis en mal et quel que soit l'ennemi. Hors de nos frontières à présent, l'Assemblée nationale française a approuvé la ratification de la CETA. Il s'agit de l'accord commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Euronews. Les députés français ont adopté ce mardi le très controversé accord de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada, un texte déjà largement mis en place depuis 2 ans, mais de manière provisoire, et dont la ratification par le Parlement français était nécessaire. À noter, 52 députés du parti d'Emmanuel Macron ont voté contre. Le CETA, c'est son nom, comporte selon ses détracteurs d'importants risques sanitaires et environnementaux. Pour le gouvernement français, qui balaye ces critiques, c'est un outil pour booster l'économie entre la France et le Canada. L'accord de libre-échange avait déjà été ratifié par 13 pays membres de l'Union européenne. Le point noir de ce traité, c'est ce qui a été appelé l'affaire des farines. Le gouvernement français jure qu'il ne sera jamais importé du Canada de bœuf nourri aux farines animales, et ce conformément à l'interdiction européenne. Mais nos confrères du Monde ont révélé que la législation canadienne autorisait l'utilisation de certaines protéines, comme les farines de sang et la gélatine animale. Et aucune règle européenne ne permettrait de refouler à la frontière les animaux concernés. Négocié pendant plus de 7 ans, le CETA avait été approuvé par le Parlement européen en février 2017. Il doit être ratifié par les 38 assemblées nationales et régionales d'Europe. La Suédoise Greta Thunberg a été reçue par une délégation de députés à l'Assemblée nationale française engagée pour la lutte contre la pollution de la planète. Une fois de plus, les détails de nos confrères d'Euronews. Sa venue à l'Assemblée nationale à Paris a divisé les députés français. Greta Thunberg, 16 ans, devenue célèbre pour organiser depuis presque 1 an des grèves hebdomadaires de l'école pour le climat, était invitée par un collectif de députés engagés pour le climat à s'exprimer devant d'autres parlementaires. Je crois que le plus grand danger n'est pas notre inaction. Le vrai danger, c'est quand les entreprises et les politiciens font comme si de réelles actions étaient engagées, alors qu'en fait presque rien n'est fait, à l'exception de calculs adroits et de campagnes de communication créatives. La jeune Suédoise a répondu aux critiques sur ce qu'elle incarne. Certains ont choisi de ne pas venir ici aujourd'hui. Certains ont choisi de ne pas nous écouter. C'est très bien, vous n'êtes pas obligés de nous écouter. Nous ne sommes que des enfants après tout. Mais vous devez écouter la science, c'est tout ce que nous demandons. Unissez-vous derrière la science. Merci. Greta Thunberg est critiquée à droite et à l'extrême droite par certains qui dénoncent une dictature de l'émotion incarnée par des enfants. On ne peut pas avoir pour icône une jeune fille qui a arrêté l'école et qui ne croit pas en la science, en tout cas, qui est plus dans l'émotion que dans les solutions. Elle a toute sa place ici à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas une scientifique. Il ne s'agit pas d'écouter que la parole de cette adolescente. Mais pour moi, Greta, c'est un cri salutaire, un cri mondial qu'elle représente, qu'elle incarne. Il faut des incarnations et puis il faut s'adresser à la jeunesse. Greta Thunberg devait assister aussi à la tribune d'honneur à la séance des questions au gouvernement. En sport, les adversaires des représentants du Cameroun en club interclub de la Confédération africaine sont connus. Il s'agit d'AS Vita Club de Kinshasa qui sera opposé à l'Union des mouvements sportifs de l'OM au tour préliminaire de la Champions League africaine et de Darren Club Moutima Pimba qui jouera contre Stade Renard de Melan en tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. Zobel Apolline Limban nous présente ces deux formations de la République démocratique du Congo.
Les représentants camerounais aux Coupes africaines interclubs sont tombés sur du lourd. Les adversaires qui ont déjà une histoire bien construite avec la compétition et qui sont les meilleurs actuellement dans le championnat de la République démocratique du Congo. L'adversaire de UMS de Loum, le Vita Club de Kinshasa, a terminé deuxième du championnat la saison dernière après 30 rencontres disputées. Le club, entraîné par Florent Ibengue, a par ailleurs été vainqueur du 10 championnat à 14 reprises, 7 fois vainqueur de la Coupe de la République démocratique du Congo. Il a également à son actif une Super Coupe et une Ligue des champions africaines remportée en 1973, finaliste en 1981 et en 2014. Un Camerounais évolue dans cette formation. Il s'agit du portier Nelson Loukong que les joueurs camerounais connaissent certainement bien. Le Daring Club de Motema Pembe, adversaire du Stade de Renard de Melon en Coupe de la CAF, figure aussi parmi les meilleurs clubs en République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs terminé 3e la saison dernière, juste derrière le tout-puissant Mazembe et AS Vita Club. En 30 rencontres disputées, il a réalisé 19 victoires, 6 matchs nuls et 5 rencontres perdues. Le club, entraîné par Izangata, est 12 fois vainqueur du championnat de la République démocratique du Congo, 13 fois vainqueur de la Coupe et vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1994. La tâche sera-t-elle facile pour les ambassadeurs camerounais à ce rendez-vous? La réponse dès le mois d'août prochain pour le coup d'envoi des hostilités. Avant de refermer cette édition de l'information, cette information de dernière minute en brève, le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Joseph John Gouté, a reçu ce mardi à l'immeuble Étoile de Yaoundé les championnes d'Afrique de volleyball, une délégation camerounaise qui a reçu au cours de cette audience le grade de commandeur du mérite sportif camerounais et une prime spéciale du chef de l'État de 240 millions de francs CFA. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, le rappel des principaux titres qui ont constitué le sommaire. Suite à la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui, le porte-parole du gouvernement rassure dans un communiqué rendu public qu'aucun tir à balles réelles n'a été effectué hier par les forces de l'ordre à la prison centrale de Nkondengui. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Cependant, les flammes sur les lieux ont ravagé la bibliothèque de la prison, l'atelier de couture des femmes et le bureau du responsable de la discipline des détenus. Quelques petits commerces ont été vandalisés. 2 blessés ont été enregistrés selon ce communiqué signé René Emmanuel Sadi. En France, l'Assemblée nationale a approuvé ce mardi la ratification du CETA, l'accord économique global entre l'Union européenne et le Canada. Et puis en sport, les adversaires des représentants camerounais aux Coupes africaines interclubs sont connus. Il s'agit d'AS Vita Club de Kinshasa qui sera opposé à l'Union des mouvements sportifs de Loum au premier tour de la Ligue des champions africaines, Daring Club Motema Pembe qui jouera contre Stade Renard de Melun au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est tout pour cette livraison du 20h ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.